Merci de nous recevoir chez vous pour cette autre émission du magazine continental d'information politique. Nous avons choisi un décor un peu atypique. Nous sommes à l'extérieur, mais surtout sur les toits d'Abidjan, pour vous présenter ce magazine. Un magazine où on parlera de différentes actualités qui concernent les pays francophones, surtout de prime abord. Restez des nôtres. Nous ouvrons cette émission par une information qui va réjouir tous les progressistes, tous ceux qui veulent voir l'Afrique se prendre en main. À savoir que le projet de révision de la Constitution au Gabon a reçu le quitus de l'Assemblée nationale du Gabon. C'est-à-dire, désormais au Gabon, le mandat présidentiel est illimité et le scrutin en un seul tour. Voilà qui donnera la chance aux Africains de voir aujourd'hui un tout petit peu l'Afrique se comporter sans désheurte après le scrutin. Merci de nous recevoir chez vous et restez des nôtres. Toujours pour ouvrir ce programme avec cette belle annonce, désormais du mandat illimité présidentiel et du scrutin un tour au Gabon, nous enchaînons avec le Gabon, la République gabonaise, pour dire que le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu un émissaire de son homologue sierra-léonais. Le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone était porteur d'un message, d'un pli fermé au président de la République gabonaise. Le ministre des Affaires étrangères, David Francis, a été reçu dans le palais du port de mer. Reportage, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, s'est entretenu ce jour au Palais de la Rénovation avec M. David Francis, ministre des Affaires étrangères de la République de Sierra Leone, porteur d'un message écrit de Son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. Je suis très heureux d'être ici à Libreville, en République gabonaise. Je suis ici en tant qu'envoyé spécial du président de la Sierra Leone, Son Excellence Dr Julius Maada Bio. Il m'a demandé de transmettre un message à son ami et collègue, le président du Gabon. J'ai présenté ce message d'envoyé spécial à son Excellence. Le chef de l'État gabonais, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et M. David Francis, ministre des Affaires étrangères de la République de Sierra Leone, ont échangé sur plusieurs sujets, entre autres la prochaine organisation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du C10, sur la forme du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'issue duquel sera adoptée la feuille de route de Libreville, dont les conclusions seront présentées à Malabo, en République de Guinée équatoriale, au mois de novembre 2023. Le souhait est que le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, ait l'amabilité de co-organiser le sommet du C10+, ici à Libreville, pour discuter de la manière dont le continent peut progresser, de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, pour répondre à l'injustice historique qui a marginalisé l'Afrique. Il s'agit donc d'une occasion unique pour la République gabonaise d'accueillir ce type de sommet qui se concentre sur la promotion de l'Afrique sur la scène mondiale. Je suis donc très heureux d'être ici, au nom de son Excellence, le président de la Sierra Leone. Le C10+ est en outre composé de 10 chefs d'État africains engagés dans la réforme du Conseil de sécurité en faveur du continent, des représentants des communautés économiques régionales, des pays du P5 et des États dits pivots. Pour rappel, le C10 a pour mission et mandat de faire le plaidoyer et de promouvoir la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée dans le cadre du consensus des Uluwini et de la déclaration de Sirte de 2005 relative à une pleine représentation du continent africain au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec 2 sièges permanents et droit de veto et 5 sièges non permanents. Quittons un tant soit peu le Gabon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où quelque chose de fantastique va aussi faire plaisir et fait plaisir comme ça aux Ivoiriens et à tous les Africains. C'est de voir le nouveau bâtiment flambant neuf du ministère de l'Intérieur, ministère de la Sécurité nationale de Côte d'Ivoire. Et ce bâtiment qui a été inauguré récemment à Abidjan donne face au nouveau pont qui relie Cocody au plateau. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire a désormais son nouveau siège. Un confort digne de la mission de ce ministère régalien, offrant un confort à nul autre pareil, avec une vue imprenable sur le pont qui relie, comme je le disais tantôt, Cocody au plateau. Inauguré récemment par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Meïlet Koné,
avec la présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Camara, ce beau bâtiment du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, dont les travaux ont été suivis à la loupe par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la République de Côte d'Ivoire, M. Bruno Nagbane Koné, du ministre en charge de la sécurité nationale en Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs le détenteur des lieux, le général des corps d'armée, M. Vagondo Diomandé, et M. Sécurité en Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébiraïma Ouattara, qui se réjouit toujours de savoir que les populations ivoiriennes sont et demeureront dans une ambiance sécuritaire incomparable dans la sous-région. Le ministre Ténébiraïma et d'autres ministres du gouvernement ivoirien ont pris part à cette inauguration en présence du maire du plateau, le triangle d'or du quartier administratif de la Côte d'Ivoire, M. Jacques Ewo, maire de la commune du plateau. C'est dans une ambiance de joie que de ce beau parterre de personnalités ont découvert le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale. Un reportage qui porte tout simplement la petite estampille de Koulibaly Ousmana et de Charlotte Abdoulaye. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlel Koné, a procédé ce lundi 27 mars 2023 à l'inauguration du nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 6 au plateau, en face de la cathédrale Saint-Paul. Une nouvel édifice très imposante apporte considérablement de par sa beauté un éclat supplémentaire à l'aspect prestigieux de la commune du plateau. La Côte d'Ivoire se transforme, le plateau aussi. Cet ouvrage situé face à ce magnifique pont à haubans et en bordure lagunaire vient une fois de plus apporter une touche de modernité à cette commune qui s'érige en Smart City. Monsieur le vice-président, veuillez au nom de la population du plateau et du conseil municipal transmettre nos remerciements à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour les efforts faits dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire en général et celui de la commune du Plateau en particulier qui améliore l'attractivité de notre cité. Ce joyau architectural a pour maître d'œuvre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'ouvrage est composé d'un bâtiment principal que vous voyez, symétrique, constitué de 2 ailes, desservies par 4 ascenseurs, 3 cages d'escalier, bâti sur un site d'une capacité de 7035 m², avec une emprise au sol de 1166 m². Il est composé de 127 bureaux, 3 salles d'attente, une salle de conférence, 10 salles de réunion connectées. Le bâtiment intègre également des équipements sécuritaires de pointe, tels que la vidéosurveillance, le contrôle d'accès par badge, par lecteur d'empreintes digitales. L'ouvrage que je viens de vous présenter succinctement répond parfaitement aux besoins spécifiques de fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, auprès de qui chaque étape de la construction a été validée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a réaffirmé l'indéfectible engagement de tous les acteurs de son département à œuvrer inlassablement aux côtés du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour relever tous les défis et gagner les batailles futures. Nous sommes en présence de ce qui convient d'appeler, sans aucune exagération, un véritable joyau architectural qui vient enrichir le parc des bâtiments dits emblématiques du plateau et partant de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je voudrais profiter de cette circonstance pour vous prier respectueusement de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, l'expression de ma profonde gratitude. Un pays, comme nous le savons tous, s'édifie à travers des actions fortes, à travers des actions concrètes, qui, s'inscrivant dans le temps, marquent positivement l'histoire. Et c'est aussi cela, la différence entre un homme d'État et un homme tout court. Et je reste convaincu que sous sa très haute et sage direction, le rayonnement de l'administration de ce pays et plus largement son développement seront poursuivis avec intelligence, avec mesure, pour permettre à la Côte d'Ivoire de siéger un jour au panthéon des États dits développés.
Le vice-président de la République a exprimé sa fierté d'inaugurer ce bel ouvrage qui, pour lui, traduit d'une part la nette ambition du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de moderniser le patrimoine bâti de l'État et d'autre part sa bienveillance envers ceux qui ont en charge la surveillance du territoire et de la sécurité des populations et leurs biens par le renforcement de leurs moyens d'action. Cette cérémonie nous offre l'occasion de saluer le dévouement et le courage des préfets et forces de l'ordre qui accomplissent bien souvent leur mission dans des conditions difficiles et inconfortables. Ces serviteurs de l'État ont droit à l'estime de nos concitoyens et à la reconnaissance de la nation. Ce projet achevé et réussi fait certes la fierté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mais surtout il incarne la volonté renouvelée du président de la République de rendre la Côte d'Ivoire toujours plus attractive et prospère. Dans un contexte international difficile et incertain, la Côte d'Ivoire avance. Mais de telles réalisations n'auraient certainement pas été possibles sans la paix et la stabilité retrouvées. En effet, le grand défi à relever par l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens aujourd'hui consiste à préserver notre modèle de stabilité et de croissance dans un environnement de paix et de cohésion sociale. Je vous invite à renforcer votre adhésion aux ambitions de progrès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de fournir aux populations un accès amélioré aux services de l'État et de mieux répondre à leurs attentes. La visite guidée du nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a permis au vice-président M. Tiemoko Mele-Kone de découvrir l'intérieur de l'édifice à travers bureaux, services, directions et autres. Il est à noter que le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Sa Majesté Désiré Amon Tanoé, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, ont également pris part à cette cérémonie. Nous quittons et tant soit peu la Côte d'Ivoire pour le Congo-Brazzaville bien sûr, où le président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a présidé les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature congolaise. Muriel Kouakou. Sous la très haute autorité du chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le Palais du Peuple de Brazzaville a abrité ce lundi 27 mars 2023 les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, convoquée par décret numéro 2023-428 du 23 mars 2023. Les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature se sont ouverts ce lundi 27 mars 2023, dont les orientations ont été données par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dans son message du 28 novembre 2022 sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Le rapport de la commission de discipline et de l'organe d'avancement et de régulation des carrières des magistrats sont parmi les points à débattre au cours de cette session. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, M. Aimé Wilfrida Bininga, inscrit cette session dans la nécessité de donner un souffle nouveau au système judiciaire congolais à travers les décisions prises lors des travaux des organes de 2021 et 2022. Au cours de la présente session, le Conseil examinera les rapports des commissions de discipline, d'avancement et de nomination des magistrats. Toutefois, nous ne pouvons pas, par devoir, manquer de relever que cette session se tient à un moment critique où la relation de confiance entre les justiciables et l'institution judiciaire n'est pas au beau fixe. Il n'est pas en effet surprenant de voir poindre des fautes disciplinaires, des atteintes et des manquements graves à la dignité, à la probité et à l'honneur de l'institution judiciaire. Cet état de fait met en relief la responsabilité, au tout premier plan, de ceux qui ont la noble mission et la lourde charge de traduire, à travers leurs décisions, la soif de justice et l'aspiration de notre peuple à un système judiciaire débarrassé de toute dérive affligeante qui ont pour nom corruption, exaction en tout genre, manque de dignité,
d'honneur et de délicatesse. Les travaux de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature se sont ouverts sous la très haute autorité du chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Une présence qui témoigne l'engagement du président de la République du Congo sur le bon fonctionnement de la justice dans son pays. Une justice pilier de la démocratie et de l'État de droit. Le respect du droit, de l'équité, de toutes ces valeurs et ingrédients qui fondent la démocratie n'est possible que lorsqu'on peut compter sur une justice de qualité, c'est-à-dire une justice qui se veut juste, rapide, efficace et accessible à tous. Pour atteindre cet objectif, des antivaleurs doivent être combattus dans le secteur de la justice afin que la gouvernance judiciaire soit améliorée dans notre pays. En effet, cette session du Conseil supérieur de la magistrature nous permet d'inscrire la sanction comme moyen de lutte contre les agissements contraires à l'éthique professionnelle des magistrats. L'informatisation du système judiciaire est aussi permis. Les points à débattre au cours de cette session qui viendra faciliter le travail d'archivage des décisions de justice. S'il est vrai que la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature congolaise n'a pas que connu des effets positifs, le président de la République, chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a prôné le sens de la responsabilité pour tous et pour chacun. Et à travers cette session, il y a eu non seulement des nominations, mais des sanctions et même des révocations. Reportage, Muriel Kouakou, Marcel Bassolé. La session ordinaire du Conseil supérieur de magistrature s'est tenue ce lundi 27 mars 2023 sous la haute autorité du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. La session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, tenue au Palais du Peuple à Brazzaville, a procédé dès son entame à l'examen et à l'adoption du rapport de la Commission de discipline des magistrats. 25 dossiers ont été présentés par le premier président de la Cour suprême. Plusieurs magistrats ont été sanctionnés et le Conseil a également procédé à quelques nominations. 9 d'entre eux ont été révoqués avec droit à pension. De la révocation avec droit à pension. Monsieur Onyangue Michel, procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville. Monsieur Basenga Fiolo Tov Fresney, président de chambre au tribunal de grande instance de Brazzaville au moment des faits. Madame Koubaka Lucette Berthe, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Dolisie. Monsieur Zekakani Thomas Chrysostome, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. 3 autres magistrats ont été rétrogradés, 3 autres magistrats ont été démis de leurs fonctions. Enfin, la réprimande avec inscription au dossier a été infligée à 9 autres. La session du Conseil supérieur de la magistrature s'est aussi appesantie. L'examen du rapport de la Commission d'avancement et de la gestion de la carrière des magistrats. Examinons le rapport de la Commission d'avancement et de gestion des carrières des magistrats, présenté par le premier président de la Cour suprême. Le Conseil a approuvé les propositions d'avancement au titre normal de 87 magistrats à divers échelons du 2e grade et du 1er grade. 265 magistrats ont vu leur carrière reconstituée avec effet à la date de première prise de fonction. Les demandes d'avancement au sein du grade de 19 magistrats hors catégorie ont purement été rejetées. 15 magistrats ayant comparu devant la commission de discipline des magistrats ont vu leur demande ajournée. Le rapport relatif à la nomination des magistrats a été examiné et adopté. De ce fait, Henri Boka a été maintenu au poste de premier président de la Cour suprême. Cependant, le recours introduit par M. Jean-Pierre Massamba en vue de sa réitération dans le corps de la magistrature a été rejeté. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a donné instruction de mettre à la disposition de la Cour des comptes et de discipline budgétaire tous les magistrats formés à la section compte public au Cameroun. Le président Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais, n'est de tout repos. Au Gabon, il a reçu 4 nouveaux ambassadeurs accrédités dans son pays, c'est-à-dire en République gabonaise. Un reportage de Charlotte Abdoulaye. Le président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour au Palais de la Rénovation les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République gabonaise, ainsi que des lettres de rappel de leurs prédécesseurs conformément à la pratique diplomatique.
Il s'agit de leurs excellences. Son Excellence Faraj Ben Nader, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite près de la République gabonaise. Il est né le 1er septembre 1973 et titulaire d'un diplôme supérieur d'études diplomatiques obtenu à Riyad. Son Excellence Faraj Ben Nader a été ministre plénipotentiaire du bureau du sous-secrétaire aux affaires politiques du Royaume d'Arabie Saoudite. Il est marié et père de 7 enfants avec résidence à Libreville. Le Gabon et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent de très bonnes relations, ceci de plusieurs années. Elles sont riches sur les plans politiques, économiques et sociaux. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près de la République gabonaise, son Excellence Alex González Garcia, est né le 3 octobre 1974 à La Havane. Il a officié en tant que spécialiste principal au département de coordination de la programmation et des attachés de protocole à la direction générale du ministère des Relations extérieures de Cuba. Il est marié et père de 2 enfants avec résidence à Libreville. La coopération Cuba et le Gabon est au beau fixe et liée par plusieurs accords, entre autres en matière de santé, d'enseignement supérieur, de la recherche et du sport, pour ne citer que cela. Son Excellence Velu Pillai Kannanathan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique socialiste de Sri Lanka près de la République gabonaise, avec résidence à Nairobi, en République du Kenya. Son Excellence Velu Pillai Kannanathan a été précédemment envoyé spécial en Afrique du Premier ministre du Sri Lanka en janvier 2020. Le Gabon et le Sri Lanka entendent renforcer leur coopération bilatérale et multisectorielle. Le Sri Lanka, anciennement le Ceylan, est un pays insulaire situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. Et pour boucler ce balai diplomatique, l'honneur est revenu à son Excellence Perpetua Joyce Nana Danto, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, près de la République gabonaise avec résidence à Malabo, en République de Guinée équatoriale. La nouvelle chef de mission diplomatique de la République du Ghana a plus de 30 ans d'expérience dans la négociation de plusieurs accords internationaux, d'arbitrage et de formulation, politique et services publics. Le Gabon et le Ghana ont développé une relation multisectorielle dans les domaines économiques, de la défense ainsi que de l'éducation. Cette cérémonie a été l'occasion pour les nouveaux chefs de mission diplomatique en République gabonaise d'échanger avec le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sur les questions de coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leurs pays respectifs. Nous repartons sur le Congo où le président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais Madame Louise Mushikiwabo, qui est la représentante de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Un reportage de Charlotte Abdoulaye et de Marcel Bassolet. Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie à Brazzaville, pour participer à la 39e conférence de jeunesse et des sports des pays ayant en partage la langue française qui s'est tenue à Brazzaville du 22 au 28 mars 2023. Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est entretenue avec le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ce mardi 28 mars 2023. Les 2 personnalités ont élargi leur discussion sur les questions telles que le changement climatique et la protection de la biodiversité en vue de la sauvegarde de la planète. Au terme de cet entretien, Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a été élevée par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, au rang de commandeur de l'Ordre du mérite congolais par décret 2023-84 du 23 mars 2023. Pour Madame Louise Mushikiwabo, cette distinction est l'occasion de réfléchir sur des choses importantes relatives au développement de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis très émue. Cette reconnaissance d'une fille du pays, parce que je le dis souvent, je me sens congolaise et quelque chose qui me va droit au cœur. Sans fausse modestie, j'ai accepté cet honneur avec humilité, parce qu'il y a du travail à faire. On retient des conclusions de la 39e conférence ministérielle de la Conféges que le Congo prend les commandes de l'institution pour un mandat de 2 ans et Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, promet d'apporter son soutien. Sur l'avenir, l'Organisation internationale de la francophonie, du moment où 2 États membres, en l'occurrence le Togo et le Gabon, ont adhéré au Commonwealth, Madame Louise Mushikiwabo rassure. Il y a 2 pays africains, le Gabon et le Togo, qui ont récemment adhérer au Commonwealth, mais ces 2 pays rejoignent 11 pays que nous partageons déjà avec le Commonwealth. Moi, je suis une partisane du multilinguisme.
Je suis aussi une francophone qui réclame et qui se réjouit de son identité francophone sans abandonner les autres identités. La francophonie, c'est tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française estime leur nombre à 321 millions de locuteurs répartis sur 5 continents. Retour à Libreville, où le président de la République gabonaise a reçu presque l'équivalent de 2 ans de médicaments pour le bonheur des populations gabonaises et surtout pour alimenter tous les hôpitaux du Gabon. C'est une vingtaine de conteneurs comme ça qui sont arrivés au Gabon sous la présence du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, qui avait à ses côtés le ministre de la Santé. Des conteneurs comme pour dire que le président veille à la santé des Gabonais, au bonheur des Gabonais. 2 ans de stock de médicaments, comme pour dire tous les hôpitaux du Gabon seront alimentés. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est rendu ce mercredi à l'Office pharmaceutique national, OPN, pour y réceptionner 22 conteneurs renfermant l'équivalent de 2 ans de stock de médicaments destinés à alimenter les pharmacies hospitalières des centres hospitaliers régionaux. Chacune des 9 provinces du pays en bénéficiera, ce qui permettra à la fois de renforcer la disponibilité en médicaments essentiels et d'en diminuer significativement le coût final pour les populations, leur conditionnement étant effectué dans le cadre hospitalier. Il s'agit à la fois d'antipaludiques, antibiotiques, électrolytes, anesthésiques, antalgiques, anticoagulants, antiseptiques, anti-inflammatoires, mais également de sérums et de vaccins. Ce stock de médicaments et produits de santé sera complété au cours du second semestre 2023 par une seconde vague de réapprovisionnement. Alors, sur instruction du président de la République, nous avons engagé la réforme de l'Office pharmaceutique national. Et aujourd'hui, cette réforme porte ses fruits. Et c'est pourquoi le président de la République est venu réceptionner les 22 conteneurs de médicaments qui permettront de mettre des pharmacies hospitalières dans toutes les provinces du Gabon. Comme vous le savez, nous recevons effectivement un certain nombre de besoins exprimés par les formations sanitaires, mais également par les populations sur le médicament. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment du stock au niveau de l'OPN. Sur les travaux d'instruction du président de la République, nous allons nous déployer dans toutes les provinces pour que les populations gabonaises, lorsqu'elles sont hospitalisées dans nos formations sanitaires publiques, puissent bénéficier des médicaments à moindre coût. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à répondre aux besoins les plus essentiels en santé des populations dans l'ensemble du pays et assurer l'égalité dans l'accès aux soins et produits de santé partout sur le territoire. Sur une période de 2 ans, cette acquisition permettra au gouvernement d'apporter une réponse aux besoins en médicaments dans l'ensemble des structures sanitaires publiques. L'OPN est une centrale d'achat et qui ne livrera des médicaments que sur la base des besoins exprimés par les formations sanitaires. Donc, nous avons également au niveau de l'OPN des antennes provinciales. Donc, ces médicaments seront stockés dans les antennes provinciales de nos différentes provinces. Et lorsque le besoin est exprimé par une formation sanitaire, l'OPN procédera à l'approvisionnement en médicaments de ces différentes formations sanitaires. Alors, nous avons un programme avec les dispensaires. Ce programme avec les dispensaires s'articule autour du partenariat que nous avons avec la santé pharmaceutique. Nous avons en commande 2 milliards de médicaments pour les dispensaires et ces médicaments seront mis à disposition du ministère de la Santé dans les toutes prochaines semaines pour pouvoir approvisionner les dispensaires. Ce sera en 2 ans la énième fois qu'on procède à un approvisionnement en médicaments dans les dispensaires. Voulu et initié par le président de la République gabonaise, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, cette stratégie vise à renforcer les capacités sanitaires partout sur le territoire afin d'assurer une rapidité et une qualité de soins optimale. Elle couvre la totalité des aspects du domaine de la santé, les médicaments, la construction et la réhabilitation d'hôpitaux et centres de soins, la formation des personnels dans le secteur hospitalier comme en ambulatoire, jusqu'à la prise en charge financière des actes de soins via l'extension de l'assurance maladie à travers la couverture santé universelle. C'est dans le cadre de cette stratégie nationale que seront lancées en mai prochain dans plusieurs localités du pays les missions médicales axées sur la médecine générale. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ce grand sommet par visioconférence où le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence
Alassane Ouattara a pris part à une visioconférence à ce sommet sur la démocratie, où le président a fait étalage de toute la réalité sur la démocratie en Côte d'Ivoire, étendue sur tout l'ensemble du territoire. Et la presse n'est pas en reste, sans oublier la promotion de l'égalité genre. Le président de la République a été clair, avec des mots justes. Un reportage, Koulibaly Ousmane, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce mercredi 29 mars 2023 par visioconférence au sommet sur la démocratie organisé par les États-Unis d'Amérique. Les chefs d'État et de gouvernement ont intervenu à tour de rôle sur les notions de démocratie et de prospérité partagée, thème de ce deuxième sommet de la démocratie co-organisé par les États-Unis d'Amérique, le Costa Rica, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Zambie. Chaque dirigeant a expliqué les progrès réalisés dans son pays en vue de consolider la démocratie et l'état de droit. Les avancées évoquées relèvent de l'organisation des élections, la liberté d'expression, les libertés individuelles ainsi que les droits de l'homme. Nous faisons tous le choix d'être les dirigeants dont notre monde a besoin, de rendre nos démocraties plus fortes pour que le flambeau de la liberté reste allumé pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Nous devons continuer à avancer et nous le ferons. Nous maintiendrons ce forum en tant que moteur de progrès et en tant que point d'ancrage pour notre engagement mutuel. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pour sa part réaffirmé son engagement personnel et celui de la Côte d'Ivoire en faveur de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Mon engagement personnel et celui de mon pays en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit sont sans équivoque et se manifestent par nos prises de position sans ambiguïté dans les instances internationales et lors des votes aux Nations Unies notamment. Elles se traduisent également en Côte d'Ivoire par d'importantes réformes, comme l'attestent nos progrès en matière de contrôle de la corruption, des droits politiques et des opportunités d'emploi dans le cadre du programme Millennium Challenge Corporation, le MCC. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir la liberté et l'indépendance de la presse et des médias. Plusieurs textes de loi ont aussi été adoptés pour protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. En matière de lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire a institué un ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui nous a permis d'améliorer nos indicateurs en matière de promotion de la bonne gouvernance, notamment ceux du MCC et de Transparency International. En matière de renforcement de la démocratie et de la promotion du genre, la Côte d'Ivoire a réalisé sous mon leadership la première élection législative inclusive depuis plus de 20 ans, qui a abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, une loi a été prise pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues à 30% au moins. La première édition du sommet sur la démocratie s'est tenue en 2021. Les pays participants avaient pris près de 750 engagements visant à renforcer et sauvegarder la démocratie au niveau national et international. Il est à noter que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Camara, le ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le secrétaire général de la présidence de la République, M. Abdourahmane Sissé, et la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mme Masséré Touré Koné, ont pris part à ce sommet. Nous allons nous rendre du côté de Yopougon. Si certains ne le savent pas, sachez qu'en Côte d'Ivoire, pour l'année 2023, la Journée internationale des droits de la femme a été différée. En lieu et place du 8 mars, elle a été différée cette journée le 30 mars 2023. Présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, la dame au grand cœur, avec la présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara, la présence de Mme Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale, du ministre Belmonde et d'autres ministres, parmi lesquels un homme qui se distingue dans le RHDP, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le diamant noir Adama Bictogo.
La première dame, Madame Dominique Ouattara, qui présidait cette très grande réunion de femmes, pour ne pas dire cette grande fête ouverte à plusieurs femmes qui sont venues des 4 coins de la ville d'Abidjan. Des associations féminines, toutes étaient réunies comme pour dire oui aux droits de la femme. Et surtout, continuer, comme le fait si bien le chef de l'État, la promotion du genre et montrer que les femmes sont là. Madame Dominique Ouattara a fait de dons, évalués à plusieurs centaines de millions de francs, des dons en motocycles et des différents dons. Et surtout, le clou dans cet événement a été de voir la première dame de Côte d'Ivoire esquisser quelques pas de danse autour des femmes, les membres du gouvernement et d'autres femmes. Le reportage de Sen Abdoulaye de Koulibaly Ousmane qui tenait la caméra de CNN et qui ont tendu le micro et la caméra aux différentes femmes qui ont pris d'assaut ce complexe Jesse Jackson pour recueillir leurs sentiments. Euphorique ce 30 mars 2023 au complexe Jesse Jackson de Yopougon en présence des ministres d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, du ministre de la Communication Amadou Koulibaly, du ministre de l'Éducation nationale Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nasseneba Touré, ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remarque et du président de l'Assemblée nationale, du maire sortant Gilbert Kafana Koné, tous ont accueilli comme il se doit Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. C'est aux côtés de l'invité spécial, l'honorable Adama Bictogo, que Madame Dominique Ouattara s'est prêtée au bain de foule. Une population à majorité féminine reconnaissante aux actions de soutien de Madame Dominique Ouattara et toute fière de brandir des chèques de soutien reçus de la première dame. Après un défilé des femmes de différents corps de métier, des prestations d'artistes, les prises de parole, des femmes bénéficiaires des FAFSI, du maire de Yopougon, du porte-parole des femmes de Yopougon et autres personnalités, c'est au tour de l'invité de la première dame, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, de prendre la parole. Femmes de Yopougon, Dieu aujourd'hui nous a permis de recevoir Madame la Première Dame. Madame la Première Dame, l'autonomisation de la femme est au centre de toutes vos actions. Vous êtes l'expression dynamique. Vous êtes au quotidien. Vous êtes Madame la Première Dame, celle-là même qui porte l'étendard du combat pour l'autonomisation de la femme. S'en est suivi une remise symbolique des dons chiffrés à plusieurs millions de francs CFA aux femmes et une ambulance. C'est alors que la première dame, Madame Dominique Ouattara, s'est adressée au public. Que dire aux femmes? Au-delà de l'aspect festif, la Journée internationale des droits de la femme est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation, dédiée à la lutte pour les droits des femmes ainsi qu'à l'égalité et la justice pour les femmes du monde entier. C'est aussi le lieu de faire le bilan des avancées sur cette question, comme viennent de nous le présenter Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et Monsieur le représentant résident de l'OMS. Même si le bilan dressé reste très satisfaisant, nous devons garder à l'esprit que tous nos efforts doivent être poursuivis. C'est alors qu'une photo de famille avec les bénéficiaires des FAFSI, une visite et remise symbolique de quelques dons. L'équipe de CNN a recueilli quelques impressions des femmes très heureuses. Nous sommes heureuses des dons aussi que la première dame a offert à la commune de Yopougon. Merci à la première dame. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui parce que magnifier la femme, il n'y a rien de tel. Donc vraiment, nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Nous sommes à la célébration des femmes de la Côte d'Ivoire en présence de la première dame. Nous, chefs, nous avons été conviés pour honorer de nos présences à cette cérémonie, donner un cachet spécial à cette cérémonie, car c'est notre maman, nous tous, qui arrive ce matin. Et pour célébrer ses sœurs, ses filles, les chefs ne font que l'accompagner. Ma seule satisfaction pour notre génération, du haut de mes 80 ans, nous sommes contents de ce que nous laissons à la prospérité grâce au président Alassane Ouattara. Tout ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Nous voulons dire merci à la première dame pour ce qu'elle a fait pour nous. En tout cas, nous sommes fiers d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est très important pour nous. Donc, on la remercie. Merci beaucoup, notre mère. Poto dans sauce arachide. Conori dans sauce graine. C'est la mère des lieux. Moi, je ne suis pas dans Yaya. J'ai l'ancien Brotreni
à la présidente, la première dame, maman Dominique Ouattara. Je suis Fantiago, je suis de Koumassi. Je suis venu sous Tara, mes Fistine, mes Moroni. Je suis une vieille mère Sigei même. Morote, c'est Djamana Tchebonia. Anichi à vous. Vraiment, pour cette cérémonie, vraiment, ça a été belle. Nous sommes venus au nom de la première dame, une femme dynamique, une femme qui a vraiment le cœur pour les femmes, une femme qui tient à ses promesses, une femme qui ne recule jamais. Vraiment, nous sommes venus à son nom et vraiment, elle nous est bien honorés. Nous sommes très contents le fait que la première dame soit venue dans notre commune. Nous lui disons merci et le geste aussi qu'elle a fait, vraiment ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela. Pour la première dame, bon, merci à tous. On vous dit merci. Toujours venez nous soutenir comme ça, on a besoin de vous. Je suis très heureuse d'être parmi, vraiment très contente. Vous voyez, nous sommes installés derrière là-bas. Vraiment, je dis merci à la première dame et à toutes les ministres qui l'accompagnent. Vraiment, c'est en Côte d'Ivoire on voit ça. Nous avons été invités ici et nous avons honoré. En tout cas, les belles dames sont sorties massivement. Parce que maman Dominique Ouattara même a dit, sortez comme une seule personne et puis venez apprendre à être autonome. Vraiment, nous remercions la présidente. Vraiment, nous, on a besoin d'elle. Et puis, vraiment, elle aussi, vraiment, elle est en train de nous aider. On nous remercie. On a besoin de son soutien. Une vendeuse de poissons et je suis fière de métier que je fais parce que ça me rapporte. Donc, j'invite toutes mes soeurs à se battre dans la vie. Quand il n'y a rien de tel, quand tu fais quelque chose pour toi-même. Nous avons été très heureux aujourd'hui de recevoir la première dame à Yopougon qui a fait un don de plus de 500 millions de francs CFA aux femmes de Yopougon. C'est à saluer. C'est un acte d'humanisme, de générosité. C'est du jamais vu. Nous lui souhaitons longue vie ainsi qu'à son époux. Que Dieu les garde très longtemps à la tête de la Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Après ce moment festif au complexe de Jackson de Yopougon, assuré par Sen Abdoulaye et Koulibaly Ousmane pour la prise d'image, c'est l'heure de notre grand format. Le grand format de ce jour a décidé de se focaliser sur un homme. Professeur d'université, politologue, écrivain, titulaire d'un PhD en sciences politiques à l'université de Pennsylvanie, il a été l'un des plus jeunes directeurs de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, cet organisme qui forme les diplomates camerounais et africains. Il a répondu à notre invitation sur notre plateau il y a quelques années. Ensemble, nous avons développé certains aspects politiques qui touchent le continent africain. Monsieur Jean-Emmanuel Pondy, qui a été directeur général de l'IRIC de 1999 en 2005, alors qu'il avait moins de 35 ans. C'est cet homme pétri de talent qui nous a accordé une interview il y a quelques années pour parler de l'Afrique. C'est le grand format de notre magazine d'information politique continentale. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, merci de nous accorder cette interview et merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation qui m'a été donnée, je suis très honoré. Votre CV fait de vous un immense intellectuel. Y a-t-il des sujets tabous, professeur, que vous n'aimeriez pas aborder? Il n'y en a aucun. Aucun. Tous les sujets sont à discuter. Qu'en pensez-vous de la façon dont évolue le Cameroun? Je pense que le Cameroun évolue par rapport aux autres pays de manière moyennement satisfaisante. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire en regardant ceux qui vont moins bien que nous. Ce qu'il faut pour le Cameroun aujourd'hui, c'est de se mettre dans une ligue parmi les meilleurs, se comparer davantage à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, à l'Afrique du Sud, au Maroc, qu'à la Guinée-Bissau par exemple. Donc je crois qu'il faut maintenant que nous regardions plutôt vers ceux qui sont à l'avant de la course. Dans votre biographie, professeur, qui est d'une rare densité avec des dates et des événements en pagaille, pour vous, quelle date constitue un moment à part? Pour moi, je crois que c'est plutôt lors de l'apparition de mon premier ouvrage. Parce que je ne considère pas l'accumulation de diplômes comme étant la chose la plus importante. Les diplômes ne sont que une assurance d'un savoir acquis qui a été testé et
pour lequel on peut être sûr qu'il est à peu près maîtrisé. Mais ça ne suffit pas. Et l'erreur de beaucoup d'Africains, c'est d'avoir la maladie de la diplomite. Ils s'en tiennent à cela et ils pensent qu'avoir un diplôme, c'est tout ce qu'il y a comme objectif à atteindre. Et pourquoi ce choix de cette date de la sortie de votre premier ouvrage? Parce que c'est l'entrée dans le monde des idées. J'ai la conviction que l'un des problèmes de l'Afrique, justement, c'est de ne pas accorder suffisamment d'importance aux idées. Parce que ce sont les idées qui façonnent, qui structurent et qui approfondissent une action pérenne. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas réfléchi sur ce que vous devez faire avant d'agir. Or, en Afrique, très souvent, malheureusement, c'est pas partout pareil, mais bien souvent, malheureusement, on agit d'abord et on réfléchit après. Et par conséquent, nous sommes amenés à des éternels recommencements parce que l'action n'est pas suffisamment mûrie. On a une sorte de mépris pour la pensée. Or, c'est la pensée qui doit précéder l'action. Partout où des peuples ont réussi, où les civilisations ont réussi aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont pensé leurs actions bien avant d'agir. Et ça rend l'action pérenne, ça rend l'action profonde et ça l'inscrit dans le temps et dans la durée. Il est notre invité dans cette émission à bâton rompu. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Si vous le regardez du Soudan en Nairobi, en passant par Johannesburg, en passant par, je dirais, Libreville, ou encore Brazzaville ou Kinshasa, retenez que nous avons, pour nous, sur ce plateau, un éminent intellectuel d'origine camerounaise. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Professeur, sans l'ombre d'un doute, on peut considérer que vous êtes un expert en sciences politiques et en relations internationales, matière dans lesquelles vous avez formé des générations d'universitaires camerounais et même des Africains. Pourquoi n'aspirez-vous pas à diriger le Cameroun ou simplement à y contribuer? Parce que j'estime pour ma part que la division des tâches est importante. Et il me semble que tous ceux qui aujourd'hui ont du poids et un impact dans le monde ont été formés quelque part, sortent d'un moule. Il n'y a personne qui aujourd'hui est une personnalité publique qui n'ait été dans une école ou dans une faculté, ou dans un centre de formation. Mais c'est fort de tout ça, professeur. Donc ça veut dire que nous participons, peut-être à un stade différent, mais nous participons à créer tout ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. De toute évidence, professeur, le Cameroun reste un pays très divisé, avec une classe politique où les gens semblent vraiment se détester. Et en tout cas, courir chacun après des intérêts personnels, comment peut-on honnêtement parler de nation dans ces conditions? Non, moi, mon point de vue est un peu différent. L'expert que vous êtes en politique et en diplomatie, d'ailleurs. Oui, mon point de vue est un peu différent. Mon point de vue est que l'histoire du Cameroun est unique et singulière. C'est l'un des rares pays en Afrique qui, sur le plan technique, n'a jamais été une colonie. Il a été un protectorat allemand, 1884-1916. Ensuite, il a été un territoire sous mandat des Nations Unies, de la Société des Nations, divisé entre la France et la Grande-Bretagne, et ensuite sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies, divisée toujours entre la France et la Grande-Bretagne. Vous avez dit que les Camerounais sont très divisés. Je dirais apparemment. Surtout la classe politique. Voilà, c'est peut-être plus vrai de ce côté-là, mais le peuple camerounais n'a pas vraiment de problème. L'un avec l'autre, les différentes parties sont très variées. On compte plus de 250 ethnies, on compte des Camerounais qui vivent dans toutes sortes de sphères géopolitiques, et je pense qu'en gros, ça se passe plutôt bien. Alors les Camerounais seront peut-être d'un avis un peu contraire au vôtre, surtout sur la question que j'aborde qui concerne les fortunes. Des fortunes colossales se sont constituées ici et là, sans être le pur produit du travail. Au Cameroun, c'est une évidence, on ne peut pas le nier. Qu'est-ce que l'enseignant que vous êtes, qui n'a que son stylo et son petit salaire, je présume, pense de tout ça par rapport à l'équilibre d'un pays en construction comme le Cameroun? Très bien, je pense qu'il ne faut pas vouer aux gémonies toutes celles et tous ceux qui sont dans l'aisance. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont des prédateurs. Cependant, quand quelqu'un gagne 300 000 francs par mois ou 200 000 francs par mois, est-ce que c'est possible qu'il construise? Est-ce que c'est normal qu'il construise une maison de 200 000 milliardaire, voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui va pas. Quelque chose qui est tout à fait
anormal. Donc je crois que c'est déjà un fait. Et l'administration n'est pas le lieu, n'est pas le parcours de quelqu'un qui veut s'enrichir. Parce qu'il faut bien que nous comprenions que c'est le service public, c'est-à-dire le service au public. Mais malheureusement, vous convenez avec moi que c'est récurrent au Cameroun. Il y a un problème, et je pense qu'il est temps pour nous de le regarder en face et d'essayer justement d'analyser les différentes facettes. Je dirais que il y a d'abord, à partir des années 1977, un changement tout à fait visible dans le rapport des Camerounais avec le matériel. Parce que jusqu'à cette période-là, le Cameroun ne produisait pas de pétrole. C'est à partir de 1977 qu'on a vu qu'avec la manne pétrolière, bien que le premier président du Cameroun, président Amadou Ahidjo, disait qu'avant le pétrole, il y a l'agriculture, et après le pétrole, il y aura l'agriculture, comme pour focaliser les Camerounais sur ce qui faisait la marque de fabrique du Cameroun, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire du pays. C'était ça notre marque alimentaire. Vous croyez vraiment que le Camerounais lambda, c'est que le Cameroun produit du pétrole aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes un pays en pleine décroissance par rapport à la capacité de production. Mais je parle de 1977. Nous avons atteint le pic dans le début des années 80, 85 par là. Mais vous êtes d'accord avec moi aussi que le Camerounais lambda ne le sait même pas? Non, peut-être pas. Mais il voit quand même, puisqu'il a quand même des membres de sa famille dont il voit un train de vie assez princier. Et je pense que le rapport à l'argent que nous entretenons aujourd'hui est malsain. Il est malsain parce que il a été prouvé dans l'histoire du monde que celles et ceux qui ont changé le monde n'ont jamais été riches. En fait, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ceux qui ont eu un impact majeur sur la marche du monde ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient riches. Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient d'autres types de richesses. Et nous ne devons pas être des idolâtres, faire une idolâtrie à l'argent. C'est toujours les chemins de la perdition. Malheureusement, c'est ce qu'on vit au Cameroun. Mais il faut le condamner. Et ça m'amène à vous poser les questions de savoir, déjà en tant qu'enseignant, c'est l'enseignant que vous êtes, qui est la base réelle, est-ce vraiment possible de traquer l'enrichissement illicite qui fausse le jeu économique et social au Cameroun aujourd'hui? Je pense qu'il faut d'abord prêcher par l'exemple. Il ne sert à rien de faire des discours aux gens, alors qu'on sait que peut-être vous-même, vous êtes corrompu. Je pense que votre... Et qui doit prêcher l'exemple? Je dis ceux qui parlent, ceux qui ont le discours public, doivent être des exemples. Parce qu'en fait, la définition de l'intégrité, c'est la convergence entre votre action et votre parole. Quand vous prenez quelqu'un comme Nelson Mandela, il a toujours dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, quoi que cela lui coûte. Alors, qu'est-ce que vous pensez, si on enchaîne, on embraye là directement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ceux qui détournent les derniers publics, c'est-à-dire l'argent qui appartient à tous les Camerounais, et les conséquences sur le développement que ça je pense que c'est un crime, c'est un crime. Bon, il faut être clair, c'est un crime. Mais ce que je n'accepte pas beaucoup, c'est les donneurs de leçons, comme si au Nord, il n'y a pas de corruption. Il y a bel et bien une corruption. Mais le problème, c'est que l'impact de la corruption en Afrique est plus grave et plus dévastateur parce que l'environnement est déjà suffisamment pauvre. Quand on vole une somme importante d'argent en Afrique, la conséquence de ce vol est catastrophique. Alors qu'en Occident, il y a du vol, il faut le dire clairement, et même en droit, comme vous le savez, celui qui est l'auteur d'un crime, c'est-à-dire de vol, doit écoper de la même sentence que son complice. Alors ce qu'on a aujourd'hui, c'est des donneurs de leçons qui viennent nous dire pourquoi nous sommes corrompus, comment nous sommes corrompus, en oubliant qu'une bonne partie de cet argent est logé chez eux. Ils savent très bien, pour la plupart du temps, que c'est de l'argent qui n'est pas tout à fait propre. Donc je dis qu'en droit, celui qui est le complice doit écoper de la même sanction que l'auteur principal. Et c'est pour ça que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons dire que c'est mauvais quand c'est fait en Afrique. C'est tout aussi mauvais quand c'est fait dans n'importe quel autre continent. Il est notre invité dans cette émission Bâton rompu. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy, un jeune et brillant intellectuel africain. Et c'est avec lui que nous discutons de tout, sans sujet tabou. L'Afrique doit-elle se soumettre au diktat de l'Occident sur l'homosexualité, par exemple? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que cette question doit être regardée de très près. Parce que
l'homosexualité telle qu'elle est vécue en Occident ressort de leur culture à eux, de leur parcours à eux, qui n'a rien à voir avec nous. Et quel est alors votre point de vue sur ce débat au Cameroun? Moi, je pense que c'est un débat qui ne passera pas ici. Parce que 98,8% des Africains et des Camerounais considèrent non pas que c'est une mauvaise chose, mais que c'est une aberration. Donc, quand on parle d'aberration, il y a une sorte de dégoût à cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Africains, dans notre culture, nous sommes traditionnellement, ça il faut le dire, avec plusieurs épouses. Donc la polygamie. Ce que rejette... On peut dire qu'on est un peu moins, on est un peu contre même la monogamie d'ailleurs. Oui, voilà. Ce que rejette totalement l'Occident. Et qui est considéré comme un crime grave là-bas. Et si vous êtes surpris dans cette posture, vous êtes expulsé de l'espace occidental. Mais alors qu'ils appliquent cela, ils refusent de comprendre notre plaidoyer, qui est que pour nous, pour notre culture, c'est une aberration. Et eux, ils veulent que nous acceptions cela, tout en refusant notre posture culturelle qui est naturelle chez nous. Donc je ne dis pas que tous les Africains sont polygames, non. Mais je dis que la polygamie dans un pays comme le Cameroun fait partie des dispositions légales qui peuvent être choisies ou pas par un citoyen. Alors, chez eux, en Occident, c'est inacceptable. Qu'ils souffrent de comprendre aussi que pour nous, autant ils condamnent la polygamie pour des raisons culturelles chez eux, autant chez nous, nous en faisons de même pour l'homosexualité. Un point, un trait. Alors, professeur, est-ce que vous vous rappelez de votre première leçon en tant que professeur? Parfaitement. Bon, en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que, comme vous le savez, dans notre univers, vous commencez comme assistant, mais l'assistant ne fait pas partie de la corporation des enseignants, c'est la porte d'entrée. Vous devenez donc enseignant quand vous êtes chargé de cours, vous y mettez normalement en 6 à 8 ans, après vous devenez maître de conférence, donc c'est enseignant de rang magistral déjà, et après la dernière marche, c'est professeur de rang magistral, professeur titulaire. Et c'était quoi la première leçon en tant que professeur? Moi, la première leçon, c'était en 2005, comme professeur titulaire. Je l'ai donnée comme leçon inaugurale sur justement la vision africaine des relations internationales. Et pourquoi celle-là spécifiquement? Parce que je pense qu'on ne peut pas analyser le monde de la même manière à partir de Kuala Lumpur, comme on le regarde à partir de Los Angeles, ou bien de Yaoundé, ou d'Abidjan. Il me semble que la perspective est tributaire de tout un parcours historique, d'un ensemble d'expériences et d'un ensemble de perceptions à la fois humaines, sociales et institutionnelles. Et je pense que dans le monde des relations internationales, les 5 continents du monde ne peuvent pas avoir la même vision d'un même concept ou d'une même réalité. Et il est temps pour nous, justement, de reconnaître cela. Non pas pour nous replier dans une sorte de claustrophobie, mais pour dire que quand on parle de la multiplicité des expériences, c'est ça qui fait la richesse, justement, du système international. Quand on se rappelle les années 60, professeur Jean-Emmanuel Pondy, des pays comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire étaient alors au même niveau que la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne parle d'émergence chez nous qu'un demi-siècle après les indépendances? Alors que la Corée du Sud, je ne vous apprends rien. Oui, justement, moi je conteste ce que j'ai souvent entendu. J'ai souvent entendu cela. On parle de la Corée du Sud, on parle des pays d'Asie, qui sont devenus des dragons aujourd'hui. Et on nous dit bon, que c'était comparable. J'en doute. Je pense que ces pays avaient quelque chose que nous n'avons pas eu. D'abord sur le plan dévastateur de la colonisation. Il faut bien faire attention. Parce qu'en Afrique, on s'est attaqué non seulement à notre culture, mais aussi à notre spiritualité. Ce qui n'est pas le cas pour l'Asie. Les Asiatiques sont restés shintoïstes, taoïstes, confucianistes, etc. Ils l'ont gardé. Alors, bouddhistes, naturellement. Alors que chez nous, on nous a dit qu'il faut se débarrasser de ça parce que c'est primitif, c'est mauvais, c'est arriéré. Et donc, on a créé chez nous un complexe à l'intérieur de notre subconscient. Ce que n'ont pas les Asiatiques. Parce que les Asiatiques sont restés eux-mêmes.
Donc quand on dit qu'on peut comparer la Corée des années 60 ou 50 à l'Afrique des années 50 ou 60, je dis qu'il y a tout ce pan entier qui donne de l'assurance, qui donne de la substance qu'on a essayé d'enlever chez nous. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à l'éducation. Le système éducatif en Asie est resté imprégné des valeurs asiatiques. Il est construit sur un fondement asiatique. La référence aujourd'hui en Chine, la référence aujourd'hui au Japon, la référence aujourd'hui en Malaisie, c'est Confucius. Alors que ce sont des peuples qui ne s'entendent pas nécessairement bien. Par exemple, entre la Chine et le Japon, ce n'est pas le grand amour. Mais sur le plan culturel, ils ont le même référent. Chez nous, quel est le référent? Transcontinental. Ça n'existe plus. Notre référent, c'est les anciennes colonies. Vous ne pouvez pas vous développer en étant désarticulé et en ayant malheureusement même la honte et l'embarras de vous-même. Alors que les Asiatiques aujourd'hui, ils sont généralement bien dans leur peau. Ils ne sont pas jugés par rapport aux autres. Quand on dit l'empire du milieu, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes le centre du monde. Et c'est comme ça que se considère la Chine. Mais c'est comme ça que doivent se considérer toutes les civilisations. Toutes les civilisations sont au centre d'elles-mêmes. Donc quand on parle de la marginalisation de l'Afrique ou la marginalisation de l'Amérique latine, pour moi ce sont des concepts inacceptables. Que pensez-vous du président Paul Biya? Je pense que le président Paul Biya est quelqu'un qui a beaucoup servi son pays et qui malheureusement n'est pas, après tant d'années, aussi bien connu des Camerounais. C'est mon constat. Parce que quand j'écoute ce que en disent certains, je me rends bien compte qu'il n'est pas totalement bien connu. Bon, c'est peut-être son style qui le rend comme ça. Ou alors est-ce que c'est pas une erreur de son staff de communication? C'est possible. Parce qu'il y a aussi ça, quand on sait qu'un pays comme l'Amérique a une agence de communication pour vendre l'Amérique, est-ce que c'est pas une erreur totale du cercle de communication du président Biya? Je pense qu'il y a... De mettre en exergue tout ce qu'il fait. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je crois quand même que la jeunesse camerounaise ne peut pas mal connaître son président. Il faut bien connaître tout ce qu'il fait. C'est vrai. Et puis autre chose, je crois que c'est quelqu'un qui n'aime pas le sang, n'aime pas tuer ses compatriotes comme on a vu ailleurs, ou pour un oui ou pour un non, c'est un carnage. Je pense qu'il a vraiment cela en horreur. C'est ce que je dirais de lui, les deux points centraux. Il est notre invité dans cette émission, lui c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Comme je disais tout à l'heure, c'est un des meilleurs intellectuels africains dont les origines se trouvent au Cameroun. Professeur, l'économie numérique née de l'Internet est devenue la première économie. Son chiffre d'affaires, c'est plus de 60 milliards de dollars, soit près d'un quart de siècle de budget pour toute l'Afrique, tout le continent africain. Une somme à laquelle l'Afrique ne contribue pratiquement pas, car l'économie numérique est encore une vue de l'esprit dans la plupart des pays d'Afrique, qui semblent se contenter de donner une attribution de plus au ministère chargé des télécoms. Que pensez-vous que le Cameroun doit faire pour qu'il en soit autrement? Je pense que le Cameroun et les pays africains en général doivent accepter que là où vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas parler d'Internet. Et ça veut donc dire qu'il faut que ces fondamentaux soient présents. Et l'électricité hydraulique n'est certainement pas la source la plus logique. La source la plus logique, c'est le solaire. Parce que le plus grand ensoleillement de la planète, c'est en Afrique. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas qu'il faille développer cet aspect et ainsi dans tous les villages, vous auriez de l'énergie électrique? Parce que ce n'est pas simplement les villes qu'il faut connecter. Il faut connecter des villes moyennes, mais surtout les villages où se fait l'agriculture. Il faut que les commerçants, comme l'a prouvé le Kenya et d'une certaine manière l'Ouganda, il faut qu'ils puissent vendre leurs produits dans le monde entier avec juste en appuyant sur des boutons. Donc je pense que l'énergie électrique est la condition sine qua non pour parler avec sérieux de la connexion Internet fiable. Merci professeur. Merci professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette entrevue que vous nous avez accordée. C'était le professeur Jean-Emmanuel Pondy, notre invité dans cette émission. Au revoir.
C'est terminé pour ce magazine d'information politique continentale. Et merci de nous rester fidèles toutes les semaines. Et c'était depuis les toits d'Abidjan. Vous apercevez le boulevard lagunaire avec des embouteillages à 7 heures. Et c'est ça la Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire. Tout en vous remerciant de rester fidèle à votre petit écran, Sen Abdoulaye à la caméra, Koulibaly Ousmane, Vaudon Olivette était avec nous, toute l'équipe de reportage, Raman Cole, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Muriel Kouakou, sans oublier Marcel Bassolé, qui reste tout simplement le chef cuisinier. C'est lui qui est à la post-production de cette émission. Je suis Consti Eka, au revoir.